Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Direct qui reçoit aujourd'hui Souleymane Ndiaye. Monsieur Souleymane Ndiaye est directeur général de la SAPCO, la Société d'aménagement de la Petite Côte. Il est aussi le président du parti Synergie pour le développement durable, en abrégé la S2D, Yonou Natangé. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler d'abord du tourisme au Sénégal. Vous êtes chargé de construire les infrastructures touristiques. Où en est-on au Sénégal aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Diop. C'est un réel plaisir d'être là devant vous. Merci beaucoup, comme vous l'avez si bien dit. Je suis le directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Je rappelle que la SAPCO Sénégal, auparavant, quand on parle de SAPCO, c'était uniquement la petite côte. Maintenant, vous l'avez élargi. Mais depuis 2004, l'État du Sénégal a élargi nos compétences au niveau national. Et c'est devenu Société d'aménagement et de promotion des côtes. Il y a la grande côte, il y a la petite côte et les zones d'intérêt touristique du Sénégal. Et nous avons 6 pôles d'intervention. Nous ne sommes pas en charge de la construction hôtelière, non, mais nous sommes le bras technique de l'État en matière d'aménagement touristique. C'est la raison pour laquelle nos missions se résument d'abord de requalifier les stations balnéaires existantes, telles que Saly, qui fut la première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest, en requalifiant Saly en ville verte. Mais également en requalifiant également la station de Cap Skirring. Mais à part ça, il est de notre devoir également, parmi nos missions, il s'agit de créer de nouvelles zones touristiques intégrées, telles que Pointe Sarène. Tout le monde a vu la construction de l'hôtel Riu Baobab, n'est-ce pas? Mais également, nous avons construit également les routes, la voirie, l'éclairage public, l'adduction d'eau potable, la steppe. Donc, nous sommes en train de créer une ville à Pointe Sarène. C'est la raison pour laquelle on dit que la SAPCO est créateur de villes, n'est-ce pas? Et notre ambition également, c'est de créer une autre station balnéaire sur Mbodiène. D'habitude, les gens ne parlent que du projet Econ City. Mais je rappelle que Mbodiène, nous sommes sur 504 hectares. Et le projet Econ City n'est que sur 55 hectares. Qu'est-ce qui est prévu à Mbodiène? À Mbodiène, ce qui est prévu, c'est de construire des réceptifs capables vraiment d'accueillir nos hôtes. Surtout, nous allons vers les JO 2026. Tout le monde sait que nous n'avons pas assez de réceptifs capables d'accueillir tous nos hôtes, n'est-ce pas? Nous avons des partenaires tels que Sunrise qui souhaitent construire des réceptifs hôteliers modernes qui vont répondre aux standards internationaux. Nous allons créer une ville également sur Mbodiène. À part Sunrise, à part le projet Econ City, il y a d'autres partenaires qui vont construire des réceptifs qui vont répondre aux standards internationaux et qui vont répondre également au cahier des charges de la station balnéaire que la SAPCO Sénégal a établi. Le Sénégal a beaucoup d'atouts, beaucoup le disent. C'est la partie occidentale la plus proche de l'Amérique. Peut-être 6 heures pour aller en France, moins que ça pour aller aux États-Unis. C'est la occidentale donc la plus avancée. Beaucoup d'atouts, un climat tempéré, les touristes aiment bien venir au Sénégal. Mais pourquoi vos infrastructures ne s'arrêtent qu'à Mbodiène, au niveau de Cap Skirring, Pointe de Sarène? On n'a pas vu sur la zone côtière de Dakar à Saint-Louis. Bon, si j'ai dit tantôt que l'État, depuis 2004, a élargi nos compétences au niveau national. Et la SAPCO Sénégal, actuellement, nous avons une délégation nord. La délégation nord qui polarise les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam. Et actuellement, en collaboration avec la GCO, nous sommes en train de construire une oasis au niveau du désert de Lompoul. Et c'est tellement moderne
et c'est attractif également. Je sais qu'avec cette oasis, ça va accueillir, n'est-ce pas, beaucoup de touristes. À part ça, nous sommes en partenariat avec la commune de Thiep, n'est-ce pas, pour développer également une zone touristique intégrée, comme ce qui est à Pointe-Sarène ou bien à Mbodiène, n'est-ce pas. Nous avons signé une convention avec la commune de Thiep et d'ailleurs j'envisage de faire une visite dans la délégation Nord pour rencontrer, n'est-ce pas, les collectivités territoriales, mais également l'administration, pour voir comment faire rapidement développer des zones touristiques telles que Pointe-Sarène, Mbodiène, dans ces localités-là. À part ça, nous avons également la zone centre, surtout le delta du Saloum, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre ambition, c'est de développer là-bas des projets d'écotourisme, n'est-ce pas? Nous avons rencontré des partenaires lors de l'Assemblée générale de l'Association des plus belles baies du monde. Et ces partenaires sont intéressés par les sites du delta du Saloum. Mais il y a des préalables d'abord. Il y a des personnes qui ont été affectées par ce projet. Et la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses, dirigée par le préfet du département de Foundiougne, a déjà travaillé et a envoyé le rapport pour que les personnes affectées par le projet puissent être indemnisées avant toute réalisation de projet. À part la zone, je rappelle que la zone centre, ce n'est pas uniquement le delta du Saloum, ce n'est pas uniquement Fatick. Il y a Kaolack, mais également il y a Kaffrine. Surtout à Kaolack, tout le monde a constaté qu'en période de Gamou, il y a des milliers ou bien des millions de talibés qui viennent au Sénégal. Donc, on doit exploiter cela, faire ce qu'on appelle du tourisme religieux. C'est important. Et très prochainement, j'irai là-bas. Nous avons nommé un coordinateur, le coordinateur du tourisme religieux, M. Alain Blondin-Boy. Lorsqu'on m'a nommé à la tête de la SAPCO, j'ai eu à organiser une rencontre avec l'ensemble des familles religieuses du Sénégal. Oui, vous parlez tantôt de tourisme religieux. Bientôt c'est le Magal Touba, dans moins de 2 mois. Certains estiment que Touba est une contrée qui capitalise beaucoup de monde. Des gens parlent même de potentiel de plus de 250 milliards par Magal. Et là-bas aussi, il y a des problèmes de réceptifs hôteliers. Oui, c'est ce que je disais tantôt. J'ai rencontré pratiquement toutes les familles religieuses. Ici, à la direction générale de la SAPCO, Touba avait des représentants ainsi que les autres familles religieuses. Même l'Église catholique a été invitée, bien vrai que lors de cette rencontre-là, l'Église avait une contrainte, mais néanmoins tout le monde est impliqué. Et nous irons rencontrer surtout l'association Touba Tchekadam, n'est-ce pas? Parce que pour accompagner quelqu'un également, il faut connaître ses besoins. Ces différentes familles religieuses n'avaient pas les mêmes préoccupations. D'autres ont des problèmes d'aménagement, n'est-ce pas? D'autres ont des problèmes de stationnement. Le chef de l'État, je rappelle que a le projet vraiment de modernisation des cités religieuses. Mais nous, on pourra les accompagner pour maintenir les infrastructures qui ont été construites, n'est-ce pas? À Tivaouane, le représentant de Tivaouane, c'est ce qu'il nous avait dit. Il avait demandé à ce que la SAPCO les accompagne en formant leurs guides, des guides touristiques qui pourra les accompagner parce que l'État a déjà construit des infrastructures là-bas. Au niveau de Touba, je pense qu'il va falloir construire des infrastructures hôtelières. Il y a certaines qui parlent d'hôtel halal, mais je rappelle que même à la Mecque, on n'a pas d'hôtel halal là-bas. On a Hilton, on a Radisson, on a d'autres hôtels. L'essentiel, c'est de se conformer vraiment à ce qui se passe dans la ville sainte de Touba. Si nous partons à Ndiassane également, ils ont d'autres préoccupations. Donc nous sommes en train de les écouter et voir comment faire pour les accompagner vraiment chacun en ce qui le concerne pour leurs préoccupations. La construction d'infrastructures est très importante. On a vu ce que ça a apporté à Dubaï. On voit même des Sénégalais quitter, aller en vacances à Dubaï parce que c'est attractif, c'est bien fait. On a vu la baie de Dubaï, comment elle a été construite. Certains se demandent pourquoi au Sénégal, on n'a pas un projet qui fait qu'on peut avoir une baie qui quitte Dakar jusqu'à Saint-Louis, bien aménagée, avec des hôtels tout au long de la côte.
Bon, on n'a pas dit qu'au Sénégal, il n'y en a pas. Parce que je rappelle que la baie de Sine Saloum fait partie de l'association des plus belles baies du monde, dont M. Issa Barrow en est le président. M. Issa Barrow a été même élu par ses pairs comme directeur général de l'association des plus belles baies du monde. C'est une association qui est reconnue même par les Nations Unies. Nous sommes en train de voir comment faire pour avoir d'autres baies qui vont intégrer cette association-là au niveau mondial. Et cela va nous permettre de trouver des partenaires. Je rappelle que ce n'est pas à l'État uniquement de construire des réceptifs. L'État pourra mettre le cadre qu'il faut, comme la SAPCO Sénégal, mais nous irons rencontrer des partenaires privés comme nationaux, des partenaires privés nationaux comme internationaux. N'est-ce pas? Il y a le privé national, des fois, qui dit que, bon, il ne bénéficie pas des terres de la SAPCO. Mais je dis ici que c'est faux. Pourquoi? Au niveau de Pointe-Sarène, la majorité de nos terres sont cédées, octroyées au privé national, mais ce dernier-là n'a pas construit jusqu'à présent. Pourquoi? Et nous serons obligés, bon, je ne sais pas, nous serons obligés parce que je rappelle que les terres que nous donnons, c'est pour y ériger, pour l'exploiter, pour construire des réceptifs hôteliers conformes au cahier des charges de la station balnéaire. Il y a des privés qui ont acquis des terres depuis 2018 et qui n'ont absolument rien réalisé. Ce n'est pas l'objectif de l'État. L'objectif de l'État, c'est de rendre attractifs nos sites. C'est de construire des sites, des réceptifs hôteliers capables d'accueillir tous nos hôtes. À part l'hôtel Rio Baobab, il n'y a que Sablix qui travaille actuellement. Mais les autres ont pris des terres et absolument n'ont rien fait. Et je leur dis ici que la SAPCO Sénégal va prendre ses responsabilités. Nous verrons des investisseurs capables de construire des réceptifs hôteliers et toutes les entreprises qui ont acquis des terres sans pour autant réaliser quelque chose, nous allons leur rembourser ce qu'ils avaient mis parce que ce n'est pas l'argent qui compte, non, mais ce sont les infrastructures qui pourront être source de création d'emplois. Justement, en parlant de création d'emplois, le secteur touristique est très porteur, très pourvoyeur d'emplois. Au Sénégal, aujourd'hui, avec les crises qu'on a connues au Sénégal, beaucoup estiment que certains qui voulaient venir au Sénégal ont annulé leurs réservations, on ne peut pas venir parce qu'il y a une crise politique qui sévit au Sénégal. Bon, personne ne souhaite une crise politique réelle au Sénégal. Bon, j'avoue que... Les violences qu'on a connues ont fait que beaucoup ont renoncé à venir au Sénégal pour des vacances. Oui, mais il y en a beaucoup également qui sont venus. Quand vous partez, vous, si vous voulez réserver actuellement à l'hôtel Rio Baobab, vous n'aurez pas de place. Et c'est plein jusqu'en 2024. C'est relatif. Il faut que les gens également cherchent raison garder. Ça dépend. Actuellement, à l'hôtel Rio Baobab, si vous voulez, après cette émission, vous pouvez appeler là-bas. Vous n'aurez pas de place. N'est-ce pas? Le Sénégal reste et demeure un pays attractif. Bien vrai que personne ne souhaite de la violence au niveau national. Ça peut faire fuir certains touristes, mais ce n'est pas alarmant comme les gens ne veulent nous le faire comprendre. C'est faux. L'État ne joue pas avec le tourisme, qui est le second secteur pourvoyeur de devises à part la pêche. Et je rassure tout le monde que l'État du Sénégal a pris toutes les dispositions vraiment pour que le secteur du tourisme puisse marcher correctement comme il le faut. Et c'est l'occasion de dire que la SAPCO Sénégal, en collaboration avec Suisse Visio, c'est les Suisses, nous sommes en train de construire le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Si quelqu'un avait le glaucome au Sénégal, il n'avait que des gouttes pour faire baisser la tension au niveau des yeux. C'est à Saly, dans la zone boisée. Ce centre-là va permettre de faire ce qu'on appelle du tourisme médical. Parce que le glaucome ne se traite pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Un Malien qui quitte le Mali pour venir se faire soigner ici, n'est-ce pas? Il va prendre un hôtel, il va payer des taxes et ça va renflouer les caisses de l'État. Ce centre-là sera finalisé au mois d'octobre et sera inauguré pour le bénéfice non seulement des Sénégalais, mais de la population de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais les hôteliers se plaignent du fait qu'au Sénégal, il y a des particuliers qui couvrent des maisons un peu partout, qui en font des appartements meublés, qui font
pratiquement de travail d'hôtelier, sans payer de taxes, sans rien payer. Et là, c'est une concurrence déloyale. Oui, là, je suis d'accord que c'est une concurrence déloyale. Mais là, c'est du ressort de la direction de la réglementation touristique. Moi, je m'occupe des aménagements touristiques, n'est-ce pas? Donc, je sais que la direction de la réglementation touristique fera le travail nécessaire. Parce qu'il faut avoir un agrément, n'est-ce pas, au Sénégal pour pouvoir exercer. Mais si cette tendance se poursuit, ceux qui veulent investir dans justement les infrastructures ne le feront pas. Parce qu'ils diront, écoutez, à quoi bon d'investir dans un hôtel à Pointe de Sarène si à Dakar, les gens peuvent passer par Airbnb, avoir des maisons et s'installer. En tout cas, à Pointe de Sarène, les gens frappent à nos portes. Ça, c'est clair. Et les gens vont investir et nous aurons des réceptifs conformes aux standards internationaux. Je rappelle que ce n'est pas la même chose. À Pointe de Sarène, c'est une station balnéaire, n'est-ce pas? Et nous avons vraiment des hôtels en front de mer. Sur Mbodiène, nous avons 4 km en front de mer. Nous avons la lagune. Donc, ce n'est même pas le même cadre. Ce n'est pas pareil. Maintenant, partout où vous partez, à travers le monde, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais avec le système Airbnb, même si vous partez aux États-Unis, vous allez trouver des gens qui vont louer des appartements. Mais qu'est-ce que ces infrastructures apportent en termes d'emploi? Quand on regarde aujourd'hui au Sénégal, la plupart des jeunes prennent des bateaux, prennent la mer pour aller ailleurs. Qu'est-ce que ces hôtels ont apporté de plus sur l'emploi des jeunes? Bon, en ce qui concerne les projets de Pointe de Sarène et de Mbodiène, c'est des milliers d'emplois. Quand on parle de construction d'abord, il y a de l'emploi. Mais durant la phase exploitation également, nous demandons aux investisseurs de recruter surtout de l'emploi local. Mais il va falloir également que les Sénégalais également, nos jeunes qui sont là, soient formés et une très bonne formation. Je rappelle que les jeunes doivent rester ici au Sénégal. Parce que le chef de l'État, avec le projet Khayundawi, est en train de recruter. Moi, j'étais directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal. J'ai vu le nombre de jeunes qui a été recruté. C'est des emplois temporaires et précaires. Non, ce ne sont pas des emplois temporaires et précaires, je ne suis pas d'accord. Il y a la construction, mais il y a la phase exploitation. Il y a la phase gestion de l'aéroport. Ça, c'est indéfini, n'est-ce pas? Au niveau de la SAPCO Sénégal également, nous avons recruté également des jeunes. Ce ne sont pas des emplois précaires, non. Et pourtant, au niveau de Riou Baobab, il y a plus de 3000 Sénégalais vraiment qui ont été employés, n'est-ce pas? Pour le projet de Mbodiène, notre ambition, c'est d'avoir plus de 10 000 emplois directs, n'est-ce pas? Et quand on parle d'emplois directs, il y a des emplois indirects. Sur le projet de Kafountine Abéné également, n'est-ce pas? C'est la même chose. Mais pourtant, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont formés dans les métiers d'hôtellerie, mais qui préfèrent aller à l'extérieur, travailler au Canada. Les Canadiens ont ouvert pratiquement leurs frontières. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont des métiers et qui vont s'installer au Canada. Bon, là, je pense que personne ne peut empêcher à un Sénégalais d'aller voir... Vous n'aurez pas trouvé de travail au Sénégal. Si. Moi, personnellement, au niveau de la SAPCO, nous avons employé. L'État, la vocation de l'État, ce n'est pas de donner des emplois. De créer les conditions. Mais de créer les conditions, et l'État crée les conditions de création d'emplois. Maintenant, on ne peut pas, même si vous partez aux États-Unis, il y a des chômeurs. On ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Ça, mais les gens doivent être formés. Les gens doivent être formés. C'est la raison pour laquelle il y a des écoles de formation, même sur l'hôtellerie. Au Sénégal, il y en a. Il y a d'autres écoles de formation également sur d'autres métiers, n'est-ce pas? Et je rappelle que actuellement, même les Européens courent vers l'Afrique. Donc, je demande aux jeunes de rester ici. L'argent qu'ils prennent pour aller en Europe, ils peuvent investir ici et travailler dignement au niveau national. Mais à la presse rapprochée un peu à la SAPCO, d'avoir fait exploser ses comptes en recrutant plus de personnes qu'il en fallait. La presse disait récemment que la SAPCO avait énormément d'emplois. Quand vous prenez les rênes de la SAPCO, oui, on a recruté plus qu'il n'en fallait. Oui, quand je prenais la SAPCO, les gens parlaient de problèmes de paiement de salaire et tout ça. Mais on ne peut pas demander aux gens de recruter les jeunes et de vouloir critiquer à une société nationale d'avoir recruté des Sénégalais. Moi, je pense que c'est important d'accompagner la jeunesse. Et moi, je l'ai dit, tant que je serai directeur général de la SAPCO,
il n'y aura pas de problème de paiement de salaire. Lorsqu'on m'a nommé, n'est-ce pas, en tant que DG de la SAPCO, j'ai même payé le 13e mois. Et les employés de la SAPCO m'entendent. Il n'y a plus de retard de salaire et même l'IPM, la cotisation a baissé. Mais où est-ce que vous allez trouver l'argent? La cotisation a baissé. L'État déjà accompagne la SAPCO. Oui. Mais quand on nous nomme également à la tête d'une structure comme la SAPCO, mais c'est à nous de tout faire pour créer des activités qui pourront générer des revenus pour la SAPCO Sénégal. La manière dont bon, mes prédécesseurs ont beaucoup fait, mais moi, ma vision c'est quoi? La SAPCO ne sera pas là uniquement pour céder des terres, non. Si nous cédons toutes nos terres, la SAPCO va fermer boutique, ça n'a pas de sens. Mais c'est de travailler avec des partenaires, avec des investisseurs en juin 21. Comme ça, la SAPCO Sénégal pourra bénéficier de 30 à 33% des revenus qui seront générés de l'exploitation des infrastructures qui seront créées. N'est-ce pas? Au niveau du centre commercial de Saly, nous, c'est ce que nous voulons faire. Sur Pointe Sarène, nous allons trouver également des partenaires avec qui nous allons construire des infrastructures et la SAPCO Sénégal aura une part, n'est-ce pas? Et ça va générer beaucoup de revenus pour la SAPCO. Pour terminer, vous êtes un acteur politique, membre de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'impasse pour le choix du prochain candidat de Bokk Yakaar. À votre avis, pourquoi ça traîne? Est-ce que Benno n'est pas dans les difficultés aujourd'hui? Bon, moi je suis membre de Benno Bokk Yakaar et membre de la conférence des leaders de Benno. Et moi j'ai assisté à la réunion du 10 juillet et nous avons donné carte blanche à son Excellence le Président de la République Macky Sall pour qu'il choisisse un candidat consensuel pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Apparemment, il a des problèmes avec cette carte blanche. Il n'arrive pas à la choisir. Bon, il n'a pas de problème. Vous savez, il n'a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de ténors de Benno qui veulent être candidats. On parle d'Amadou Ba, on parle de Daouda Diallo, d'Aly Ngouille Ndiaye, de Mohamed Abdallah Boun Dionne, pour ne parler que de ceux-là. Mais je suis d'accord. C'est légitime et c'est normal d'avoir des ambitions, de diriger le pays. Ça, c'est légitime, n'est-ce pas? Mais je sais que quand le chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui a la carte blanche de la coalition Benno Bokk Yakaar, va choisir, les autres seront d'accord et viendront travailler avec le candidat consensuel que le chef de l'État aura choisi. Vous en êtes sûr? Dans tous les cas, c'est notre souhait. Et je rappelle qu'on ne peut pas avoir d'unanimité. Même tout le monde ne croit pas en Dieu. Mais le plus important, c'est d'avoir le consensus. Le consensus ne veut pas dire l'unanimité, mais c'est l'absence d'opposition ferme, pour parler de jargon de normalisateur. Vous pensez qu'au niveau de Benno, deux ou trois candidats de Benno pourraient faire les affaires de Benno face à l'opposition? Il n'y a pas... Quelle opposition? Quelle opposition? L'opposition qui est là. Quelle opposition? Yewwi Askan Wi. Quelle opposition? Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, Yewwiwul dara. Yewwi Askan Wi a qui? Yewwi Askan Wi a déjà éclaté. Vous l'avez constaté. Yewwi Askan Wi, je pense que le passif a été dissous. Le passif n'existe plus. Il y a de potentiels candidats qui sont là-bas. Quels potentiels candidats? Comme qui? Karim Wade, Khalifa Sall et Idrissa Seck. Karim Wade ne fait pas partie de Yewwi. Oui, mais c'est un candidat de l'opposition. Bon, c'est un candidat de l'opposition, mais un candidat de l'opposition qui a passé tout son temps à l'extérieur du pays, qui ne sait même pas parler Wolof. Je pense que ce dernier-là, même pour convaincre les Sénégalais, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça va être compliqué. Nous avons une longueur d'avance vraiment sur ces candidats-là. Le Benno à lui seul a plus de 1 500 000 voix. Et si vous prenez les voix de Yewwi, Wallu réunis lors de ces dernières élections législatives, c'est moins que les voix de Benno Bokk Yakaar. Et pour rien au monde, le Yewwi et le Wallu ne seront ensemble. C'est impossible. N'est-ce pas? Mais les choses peuvent changer. Cette fois-ci, les Sénégalais vont choisir. Il n'y a pas un candidat sortant qui est candidat. C'est une élection ouverte. Les Sénégalais vont choisir, mais je sais que les Sénégalais savent ce qu'ils font. Son Excellence le Président de la République Macky Sall, en matière de bilan, je pense que ce qu'il a fait au niveau national, ce qu'il a fait pour le pays, aucun autre président ne l'a fait dans le passé. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais il va choisir un candidat qui a un bon parcours. Et je ne vois pas dans l'opposition
quel candidat pourra faire face au candidat que vous citez? Je ne veux pas citer de nom parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis pour X ou Y. Moi, dans tous les cas, même si le président de la République, vous choisissez vous comme candidat, je serai derrière vous et je vais vous accompagner pour que vous soyez le prochain président de la République du Sénégal. Merci Mansoura, ce qui va se passer dans l'environnement politique sénégalais. Merci infiniment à Souleymane Ndiaye, qui est le directeur général de la SAPCO, qui est aussi le président du parti Synergie pour un développement durable, en abrégé la S2D, Yonou Natangé. Nous parlions avec lui justement de son travail au niveau de la SAPCO, le travail qui est fait là-bas, l'aménagement justement des zones touristiques ici au Sénégal, et aussi aborder quelques questions politiques, puisque c'est un acteur politique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.